On est dans l'Yabamot la maîtrette et on se trouve à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e, 8e ligne. Oui, 7e ligne. Hein. 7e ligne, et on peut en dire la vie suivante. Safek v'yabam shebaou lachlok. Un safek et un yabam qui vient partager ensemble. Alors, on va essayer de retenir ce schéma, parce que c'est le schéma qui va nous revenir tout le temps, jusqu'à la Mishnah ici. Hein. Un père qui a deux frères, deux enfants. Shimon qui est mort, bien entendu, il est mort. C'est-à-dire, et maintenant que Shimon il est mort, il y a un safek. Cet enfant-là, il est né au 7e mois. Donc un safek, est-ce que c'est l'enfant de celui-là ou c'est l'enfant de Shimon? Moshe, c'est le cas du safek. Et Reuven, il a deux frères. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Safek v'yabam, lui et le yabam. Donc, et Reuven, qui veulent partager les biens de leur grand-père. Bnei Aviem, il veut partager les biens du grand-père. Quel est le din dans un cas pareil? Alors, Safek v'yabam, shebaou lachlok venir, c'est Saba. Saba, c'est le père qui est là-haut, d'accord? Safek amar hay gavra bar matna. Safek, il dit, moi, je suis le fils de Shimon. Comme je suis le fils de Shimon, je mérite d'avoir 50% des biens du père, en tant qu'héritier direct. Puisque le père, il partage entre ses deux fils, donc moi, je mérite de recevoir de mon père les 50%. Ou Palga Didi, la moitié me revient. Le Yabam Amar, il dit non, Bara Didi, tu es mon fils. Velitlach velomide. Et toi, tu mérites rien du tout. Comme tu es mon fils, je suis héritier unique, c'est moi qui reçois tout. C'est comme ça que dit Kaviachol le Yabam, velomide. Alors, avec Yabam Vadaï, Vesafek, Safek Motsi Mide Vadaï. Lui, c'est un héritier Vadaï. Moshe, c'est un héritier Safek. Parce que si c'est le fils de Reuven, il ne mérite rien. Si c'est le fils de Shimon, il mérite. Lui, c'est un cas de Safek. Et on a un klal. Lui, donc lui, il est Vadaï, lui, il est Safek. En Safek, lui, c'est un cas de Safek. Motsi Mide Vadaï peut acquitter quelqu'un qui est Vadaï. Un Safek ne peut pas acquitter quelqu'un qui est Vadaï. Par conséquent, il faut à ce moment-là, les biens reviennent à Reuven, et Reuven, après, il les partagera à ses enfants comme il veut. En tout cas, c'est a priori le Yabam qui le prend, mais ce là Den Safek Motsi Mide Vadaï. La Gemara ramène encore un deuxième cas. Maintenant, Safek ou Bnei Yabam. C'est le Safek et ces deux enfants-là qui veulent maintenant se faire hériter, qui veulent hériter. Safek ou Bnei Yabam, Shebaou Lachlok Benirse Saba. Ça veut dire que Reuven est mort. Et maintenant, on veut de nouveau hériter les biens du grand-père. Maintenant, on comprend la Tana de Moshe. Moshe, il est Toen, qui est le descendant de Shimon, donc il méritait d'avoir 50%, déjà d'avance. Les enfants de Lévi sont Toanim que Moshe et leurs frères, et donc on doit se partager tous les biens du grand-père à égalité. D'accord? C'est ça le Safek que nous avons ici. Donc je reviens ici dans le cas du cas de figure, c'est Safek, ou Bnei Yabam Shebaou Lachlok Benirse Saba, qui vient se faire hériter les biens du grand-père. Alors Amar Haou Gavra Bar Matna, le Safek Amar, le Safek qui dit, Moshe il dit Bar Matna, moi je suis le descendant du mort. Ou Palga Didi, la moitié me revient parce que je suis le fils de Shimon. Ou Palga Didi. Ou Bnei Yabam Amre, par contre les Bnei Yabam ils disent Achuna'a, tu es notre frère. Ou Matna Itlach Be'adan, Palga, et maintenant il te et tu dois venir partager avec nous des biens du grand-père. Alors qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Palga deka modelehu shakle. Lui, Moshe, il est modé que 50% reviennent aux enfants de Reuven, puisqu'il dit que moi je suis le descendant de Shimon. Si je suis le descendant de Shimon, donc les biens du grand-père se partagent entre les deux frères. Si je partage entre deux frères, merci beaucoup. Se passe entre deux frères, c'est-à-dire 50 revient à Moshe, et 50 revient, d'accord? 50 revient à Moshe, et 50 revient aux autres frères. Donc Moshe, tu reconnais qu'il leur revient 50, donc on donne d'abord 50 aux deux frères. Qu'est-ce qui reste? La discussion qui nous reste, c'est sur les 50 restants. Comment les regarder? Donc je reviens ici. Palga deka modeleu, les 50% que Kaviachol Moshe il est modé. Alors à ce moment-là, les deux frères, Lévi et Yehuda vont le prendre. Maintenant, Tilta deka modele, Shakal. Maintenant, ils sont en discussion sur ce qui reste. Il reste en vérité, on va dire que si il y a trois personnes, d'accord?
pour qu'on puisse faire un calcul plus simple, on va considérer qu'il y a 6 parties. Il y a 6 parties. Les 3 premières parties, comme il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Donc les 3 premières parties, ceux-là, on les donne directement à eux. Il nous reste la marloquette sur cela. Sur cela, eux, ils reconnaissent qu'il est, qui est leur frère. Donc ça veut dire que lui va recevoir les 2 parties. Et ici, il va rester le safek. Comment le considérer? Parce que si on aurait partagé au départ les 6 parties, chacun il aurait reçu 2 tiers. Enfin, un tiers, ça veut dire un tiers. Ça veut dire donc 2 sixièmes. Chacun il a reçu 2 sixièmes. Alors le tiers que eux reconnaissent qui revient à Moshe va le prendre. Le 1 sixième qui reste, qu'est-ce qu'on fait? Ou là tu es la marloquette, parce qu'en fin de compte la marloquette il est sur l'1 sixième. Est-ce que l'1 sixième revient à Moshe ou l'1 sixième aurait dû se partager avec tout le monde? On est d'accord que le safek il est là-bas? Reprenons, d'accord? Reprenons le cas. Moi, il y a Shimon et Reuven. Donc le safek c'est Moshe et les enfants de Reuven. Les 2 sont morts. Maintenant on vient hériter les biens du grand-père. On vient hériter le grand-père. Moshe il dit, moi je suis le fils de Shimon, donc je vais d'avoir 50. Donc c'est-à-dire que Moshe reconnaît que 50 revient aux autres frères. 50 ça veut dire combien? Un tiers plus un tiers. Donc ça veut dire les 2 tiers, les deux tiers reviennent déjà à Yehuda et à Lévi. D'accord? Les 2 tiers ça veut dire en d'autres termes, qu'est-ce que revient à Yehuda et à Lévi? Si je partage par 6, sont ces 3 parties-là. Si on partage par 6. Les 50% reviennent à Mechila. Je reprends, d'accord? Moshe, Lévi et Yehuda. Alors, Moshe reconnaît que 50% revient à Lévi et à Yehuda. Ça veut dire que 50% de la totalité, je vais leur donner à eux. Comment les faire les calculs de 50%? On prend le père, on le partage en 6. Parce qu'il y a 3 enfants ici. Les 50%, ça fait 3 parts. Les 3 parts reviennent à Lévi et à Yehuda. Sur ça, Moshe, il est d'accord. Sur quoi il continue à avoir la discussion? Sur l'autre moitié qui reste. Donc les 3 sixièmes qui restent. Dans les 3 sixièmes qui restent, Lévi et Yehuda reconnaissent Moshe comme leur frère. Donc si on reconnaît Moshe comme le frère, combien il doit recevoir dans les 6 parts? 2 tiers, 2 sixièmes. D'accord? 2 sixièmes, parce qu'on est 3 personnes à partager 6 morceaux. Donc il doit recevoir 2 sixièmes. Donc ces 2 morceaux-là reviennent automatiquement à Moshe par la reconnaissance de Lévi et Yehuda. Sur quoi ils sont en discussion donc? Sur le 1 sixième qui reste. Parce qu'il y a les 3 parts. C'est-à-dire, donc ça veut dire que la discussion qui nous reste, c'est sur le 1 sixième en question. C'est nickel ça, le gamin. D'accord. Alors qu'est-ce que la Gemara vient, elle répond par là? Donc pas le gars, je reprends pas le gars des 4 modélés, 50% que Moshe reconnaît à Lévi et Yehuda, il revient. Donc les 3 sixièmes ici, ça revient à Lévi et Yehuda. Chaclé. Tilta des cas modélés, le 1 tiers. Lévi et Yehuda reconnaissent que c'est leur frère, donc ils méritaient d'avoir 1 tiers. 1 tiers, ça veut dire donc 2 sixièmes de la part. Qu'est-ce qu'il nous reste? Pashlehu denaka, il nous reste 1 sixième. Et ce 1 sixième là, avec maman la moutal besafek, c'est de l'argent qui est besafek. Et maman la moutal besafek, cholki, on a un clal, que dès que l'argent qu'on ne peut pas décider qui appartient, ça va d'après la svara de Sumkos, maman la moutal besafek, vederklal, on est cholek, d'après Sumkos. Maintenant, l'autre cas de figure. Saba veyabam benir safek. Qui c'est qui se dispute là maintenant les biens? C'est le grand-père et le fils. Shimon est déjà mort. Le grand-père et le fils se disputent les biens de Moshe. Chacun est dit. Parce que le premier, quand Shimon y meurt, le premier héritier c'est ou le fils. S'il n'y a pas de fils, c'est le père. D'accord? Donc maintenant Moshe est mort aussi. Maintenant Moshe est mort. Le père il dit, moi je suis le premier héritier de Moshe. Donc tous les biens de Moshe me reviennent. Reuven il dit, non, ma pito, Moshe c'est mon fils. Donc les biens de Moshe me reviennent. Ça devient maman, la moutal, besafek. Moutal, besafek, cholki. Deuxième cas aussi, Saba besafek, benirse yabam. Où Moshe et le grand-père se disputent dans les biens de Reuven. Le grand-père dit, écoute mon fils, toi tu es le fils de Reuven. Et donc, toi, tu es le fils, non, tu n'es pas le fils. Toi, tu es le fils de Shimon, donc tu n'as pas le droit de prendre de Reuven. Et Moshe dit, moi, je suis le fils de Reuven, donc je suis le premier héritier de Reuven. D'accord? Par conséquent, marque l'orchestre. Maman, la moutal de Safek, Cholki, mon partage.
avait donc au Saba et Safek, où le grand-père et le Safek se discutent Benirsa Yabam dans les biens du Yabam, avec maman Namutal Besafek, les deux cas de figure sont Namutal Besafek, et donc Rolkim on partage. Matniti, attends bien la Mishnah, une nouvelle Mishnah. Shomeret Yabam Shenaflu Nechassim. Une Shomeret Yabam, donc c'est une femme dont son mari est mort, et qu'elle attend le Yibum. Elle a des biens, Naflula Nechassim, Yesh Naflula Nechassim, elle a des biens. Maintenant c'est bien la question à qui elles appartiennent. Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, là-dessus Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord, chez Mocheret Venotenet Vekayam, qu'elle peut en faire de ces biens-là ce qu'elle veut. Ça s'appelle ses biens à elle, et elle peut en faire ce qu'elle veut. Ces biens, je répète, sont des biens qui lui sont tombés pendant qu'elle est Shomeret Yabam. Ce n'est pas des biens qui lui sont tombés pendant qu'elle était chez son mari, qu'elle était encore mariée. Meta, si elle est morte maintenant, Maya c'est, Bektubata, qu'est-ce qu'on va faire avec la Ktuba ou Benechassim Anichnasim, Veyosim Ima, et les biens qu'elle possédait jusqu'à la mort? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les biens qu'elle possédait jusqu'à la mort? C'est Nirse Milouk. On apprendra Bezrat Hashem quand on fera les Gemorot de Nizikin, qu'une femme, quand elle se marie, elle fait rentrer deux types de, même la Ktubot, quand on apprend la Ktubot, on apprendra ça, elle fait rentrer deux types de Nechassim, ce qu'on appelle Nirset Son ou Barzel. Ce sont des biens dont le mari en profit sont à lui, et lui il s'engage financièrement de donner une contrepartie de ces biens-là, financière, mais les biens appartiennent au mari. Il y a Nirse Milouk, ce sont des biens qui appartiennent à la femme, qui restent dans la propriété de la femme, dont le mari n'a rien que le droit de profiter de l'usufruit. Et là, ça s'appelle des Nechassim Anichnasim Veyotzim Ima. C'est-à-dire les biens qui sont Nirse Milouk, des biens qui appartiennent à la femme, dont le mari, l'ex-mari, avait le droit d'en faire ce qu'il veut. Maintenant, cette Yebama-là est morte. À qui revient la Ktuba et à qui revient ces Nirse Milouk? Bet Shammai Omri Merchloko Yeroshea Baali Merchlea Av. Bet Shammai disent on fait 50-50 entre les héritiers de la femme, donc les Yorshea Av, les héritiers du père, et les Yorshea Baal et les héritiers du mari. Ve Bet Hillel Omri Nechassim Becheskata. Les Nechassim tu les laisses dans leur statut, c'est-à-dire dans de Chazaka. Ktuba, la Ktuba tant qu'elle n'est pas morte, elle était dans les biens du père. D'accord? En l'occurrence, dans le bien du mari, je veux dire, pas les biens du père, les biens du mari. Par conséquent, elle n'est jamais sortie des biens du mari, parce que son mari est mort, elle était Yebama, elle attendait le Yeboum. Donc, ils ne sont jamais sortis du bien de son ex-mari pour venir vers elle, parce qu'elle était Yebama. Donc, ça veut dire que ça reste Vereskat Yorshea Baal, la Ktuba, les héritiers du mari, c'est eux qui garderont les biens de la Ktuba. Par contre, les Nirse Milouk là, qui étaient dans les biens de cette femme-là, qu'elle avait inscrit dans la Ktuba, dont le mari avait droit rien que de profiter de l'usufruit, mais pas des biens eux-mêmes, ça revient aux héritiers du père de la femme. Kansa, si maintenant le Yabam a fait Yeboum, Kansa, il s'est marié avec elle, donc il a fait Yeboum le Yabam, Arei, Keishto, l'école d'Avar, ça devient sa femme de tous les points de vue, de tous les troquim. Ça veut dire que c'est lui qui l'hérite, et ainsi de suite. Ou bilvat, à l'exception, chété Ktuba Nirse Baala Rishon, que la Ktuba, elle se fera rembourser au cas où besoin est, que des biens du premier mari. Le deuxième mari, comme c'est une femme qui lui a été imposée, alors la Torah ne lui a pas imposé, le Chachamim ne lui a pas imposé de donner une Ktuba. C'est la Ktuba du premier mari qui revient à cette femme-là. Mais tout le reste, c'est comme une femme normale avec le Yabam. Maintenant, si on revoit la Mishnah, il y a deux cas particuliers. Une Shomeret Yabam, qui lui sont tombés des biens, qui s'appelle Nirse Milouk aussi. On avait dit auparavant, aussi bien après Bet Shammai qu'après Bet Hillel, elle peut en faire ce qu'elle veut, les vendre, les acheter, commercer avec comme elle veut. Ça veut dire que ni le Yabam, ni le Yorshea Bam n'ont le droit dessus. Par contre, dans la deuxième partie de la Mishnah, on a dit une Shomeret, si elle est morte, alors à ce moment-là, on rentre dans le Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel. Qu'est-ce qu'on fait avec ces biens? Est-ce qu'on les partage entre les héritiers du père et les héritiers du mari, ou on va d'après la chazaka de chaque bien? Et donc la question qui s'impose, pourquoi au départ on dit qu'elle peut faire ce qu'elle veut, donc c'est-à-dire que tu considères que ce sont des biens qui appartiennent à la femme? Si ça appartient à la femme, donc si elle meurt, automatiquement ça revient à qui? À son père, à sa famille. Et après on vient te dire non, si elle meurt, on a un safek, Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, qu'est-ce qu'on fait avec les biens de Nirse Milouk? Donc comment comprendre le début et la fin de la Mishnah? C'est ça que la Gemara demande maintenant. Maïshena Recha de l'obligé. Pourquoi dans le cas de figure premier où elle reçoit des biens de son vivant, tu n'as pas de Machloket? Maïshena Sefa, comment comprendre la fin? Dépliquer Bet Shammai et Bet Hillel sans Cholkim, que si elle est morte, alors on ne sait plus quoi faire avec les biens Machloket Bet Shammai et Bet Hillel. Amaroula, il te dit Recha de Nafla Kesheya Rusa.
La Recha, on parle qu'elle est devenue Shomeret Shabbat pendant qu'elle était encore que fiancée. Fiancée de son premier mari. Fiancée, ça veut dire qu'elle a reçu Kol Kiddushin de son premier mari. Veseifa de la Flala Keshin Esua. Et la Seifa, on parle dans un cas où elle est tombée, elle a été chayavet de Yiboum, après qu'elle était déjà mariée avec son premier mari. Ça veut dire qu'il y a eu une choupa avec le premier mari. Et je vais expliquer d'où vient le parole de Oula. Oula vient le parole sur une autre marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Une fiancée habituelle, une fiancée normale. Elle a des biens. Ces biens-là, qu'est-ce qu'elle peut en faire? Elle peut les vendre ou elle ne peut pas les vendre? Alors, Bet Shammai, il dit, c'est une fiancée, les biens, elle peut en faire ce qu'elle veut. Les vendre, pas les vendre, tant qu'elle n'est pas mariée, elle fait avec ses biens ce qu'elle veut. Bet Shammai dit non, non. Bet Hillel dit non, non. Tu es fiancée, tu n'as pas le droit de les vendre. Mais si tu les as vendus, c'est une bonne vente. D'accord? Si elle est fiancée. Si elle est mariée, c'est différent totalement. Tout le monde est d'accord que si elle est mariée, elle ne peut pas vendre ses biens. Son mari, c'est lui qui est possesseur de ses biens à elle, donc elle ne peut pas les vendre sans l'accord de son mari. Mariée, il y a un autre statut. Mais fiancée, il y a une marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'elle a le droit de vendre ou pas le vendre? Et donc, je reviens maintenant. Où là, il nous a dit, la Réchal nous parle, où elle peut vendre, qu'elle est devenue, Yébama en tant que fiancée du premier mari. Elle était fiancée du premier mari et elle est devenue Yébama. Ça, c'est le cas de figure. Et donc, Bekasavar Oula, Zikat Arusa, Osa, Safek Arusa. Zikat Arusa, c'est le cas d'une Shomeret Shabbat qui attend le Yabam, donc elle est Zika, elle est en attente. Maître, et elle était Arusa, elle était que fiancée. Une Zika Tarusa la transforme en Safek Arusa. Safek fiancée. Et comme elle la transforme en Safek fiancée, donc pour Bet Shammai, c'est Vadaï qu'elle peut en faire ce qu'elle veut, parce que même une fiancée normale, elle peut en faire ce qu'elle veut, de ses biens qu'elle a. Et pour Bet Hillel, bien qu'une fiancée normale n'a pas le droit de vendre des biens, mais comme elle est, elle, en Safek fiancée, une Zika, le fait d'attendre s'appelle Safek fiancée au Yabam, alors même Bet Hillel, ils sont d'accord qu'elle peut faire des biens ce qu'elle veut. Est-ce que j'ai été clair? Zikat Nesua, et l'Agmal continue, donc Zikat Nesua, mais si elle est tombée pendant qu'elle était déjà mariée avec le premier, Ose Safek Nesua, ça le transforme en Safek Nesua. Ça ne veut pas le transformer en Vadaï Nesua. Pourquoi en Vadaï Nesua? Parce qu'elle n'est pas mariée avec le Yabam, rien qu'on attente avec le Yabam, mais elle rentre dans un cadre de Safek Nesua. Et donc la Gemara, elle développe ça. Arusa, Osa, Safek Arusa, t'es obligé de dire qu'une Arusa, quand elle tombe en Yeboum, la Zika, le fait d'attendre le Yabam, ça le fait rentrer dans un statut de Safek Arusa par rapport au Yabam. Elle est considérée comme Safek Arusa. Pourquoi? Parce que si tu aurais pensé qu'une Zika, rien qu'une Yebama qui attend, est considérée comme une Vadaï Arusa, Modim, Bet Hillel, Shemocheret Venotenet Kayam. Pourtant, Bet Hillel, il vient dans notre Mishnah, il a dit qu'il est d'accord que si elle a acheté ou elle a vendu, avec ces biens-là, ce qu'elle a fait, c'est correct. Mais Atnan, et pourtant, on a appris dans une Mishnah qu'on verra plus tard, Naflu la nechassim misheni tarsa, une fiancée, donc une femme mariée, qui a reçu le Kiddushin, qui lui est tombé des biens à partir du moment où elle est Arusa, Bet Shammai omrim timkor, Bet Shammai dit elle peut en faire ce qu'elle veut, Bet Hillel omrim lo timkor, Bet Hillel dit ne vend pas, ve'elu, modim, par contre Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord, chez Imachra ben latna kayam, que si elle a vendu, c'est valable. Donc est-ce que je vois que Bet Hillel lui pense que si tu la considères une zikat Arusa, c'est une Arusa qui attend Yiboum comme une Arusa Vadaï, comment c'est possible que Bet Hillel a dit qu'elle peut vendre des Khatrila? Qu'est-ce qu'il aurait dit dans Bet Hillel? Comme une Arusa Vadaï, elle n'a pas le droit de vendre, mais si elle a vendu, c'est cachère. C'est comme ça qu'il aurait dû dire, c'est pas écrit comme ça dans la Mishnah. Et la Shma Amina, et la Vadaï déduit d'ici, de Zikat Arusa, ça fait qu'une Zikat Arusa, le fait d'une Yebama, une Arusa qui attend Yiboum, elle est considérée comme Arusa Safek, et donc par conséquent, même Bet Hillel est d'accord qu'elle peut vendre quand même. Pour Bet Shammai c'est Vadaï, puisqu'une Arusa elle peut vendre, mais même pour Bet Hillel elle peut vendre. Maintenant, Zikat Nesua, ça Safek Nesua. Si une femme mariée, elle a été mariée, elle a eu un mariage fini avec l'ex-mari qui est mort, et maintenant elle attend, elle est Zika, elle attend, ça le rend Safek Nesua, une Safek Nesua. Pourquoi? Parce que si tu l'aurais considéré comme une Vadaï Nesua, une femme véritablement mariée, Bet Shammai omrim yachaloku. Et qu'est-ce qu'elle a dit Bet Shammai de notre Mishnah, nous? Que yachaloku partageront Yorshé Abal, im Yorshé Ab. Les héritiers du père partageront avec les héritiers du mari. Comme ça on a dit dans notre Mishnah à nous.
Ve'atnan, et pourtant on a appris dans une Mishnah par la suite, Naflula nechassim misheniset, s'il y a des biens qui sont tombés dans une femme après qu'elle a été mariée entièrement, Elou ve'elou modim, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel sont d'accord, Shi machra venatna, que si elle s'est amusée à vendre, chez Baala motzim yad alekuchot, que le mari peut annuler la vente. Alors si le mari peut annuler la vente, et si tu considères qu'une zikat nessoa, une nessoa qui attend le hiboum est considérée comme une nessoa vadaï ou yabam, qu'est-ce que l'aurait dû être la réponse de notre Mishnah? Donc aussi bien d'après Bet Shammai que d'après Bet Hillel, que le mari, donc le yabam aurait pu annuler la vente. On ne sait pas ce qui a marqué dans notre Mishnah. Et la shmamina. Et la vada, tu dois déduire ici, de zikat nessoa, osa safek nessoa. Le fait d'être shomeret yabam après qu'elle était mariée entièrement avec celui qui est mort, ça l'a fait que safek nessoa. Tout ça, c'est l'explication de Oula. Amar le Rava. Rava, il pose la question à ce moment-là. Oula, il dit, Ade mefalik begoufa, ou la charmita, les flouk bechaya ou beperot. Après que, si déjà, tu veux dire que c'est ça la marloquette entre Bet Shammai ou Bet Hillel, est-ce qu'elle est Aroussa ou est-ce qu'elle est Nessoa, d'accord? Et que tu me dis que la marloquette, elle est au niveau de Nirse Miloug. Est-ce que le Nirse Miloug, elle peut les vendre ou pas les vendre? Au lieu de parler de ce type-là, parle de qu'elle est vivante et que la marloquette, elle est sur les pérotes. C'est quoi les pérotes? Une Aroussa qui a des Nirse Miloug. Est-ce que le mari peut profiter des pérotes, oui ou non? Le mari. Est-ce qu'il a le droit de profiter de l'usufruit ou pas? Si déjà tu veux me faire une marloquette, alors au lieu de me parler deux cas différents, le premier il est mort et le premier elle est vivante et le deuxième cas il est mort, et que la marloquette elle est dans le Nirse Miloug, qui c'est qui peut hériter le Nirse Miloug, pas Nirse Miloug? Vous n'avez qu'à parler plus simplement, qu'est-ce qui se passe avec les pérotes? Une aroussa avec des pérotes, est-ce que le yabam peut en manger? Les pérotes ne peut pas manger des pérotes. Rentre dans cette marloquette là et laisse-la vivante cette femme là. Et parle dans un cas, est-ce qu'elle est Nessoa ou est-ce qu'elle est Kaviachol, encore Aroussa? Et là, Maraba, c'est pour ça que Rava il veut donner une autre explication. Aïde ve Aïde nafla kishei Nessoa. Les deux cas de notre Mishnah, nous, c'est dans un cas où elle est mariée. Elle était mariée avec le premier entièrement. Et quelle est la marloquette entre le premier cas et le deuxième cas? Ezikat Nessoa oseota safek Nessoa. Et une Yebama qui était mariée, quand elle attend le Yabam, elle s'appelle safek Nessoa. Elle est safek mariée, d'accord? Et Recha. Le cas de la Recha, Dei Kaima, quand elle est vivante, Avele Ihi Vadaï, elle est Vadaï héritière. Vein ou Safek, elle est Yorshe Baal, le Yabam, c'est un Safek héritier. Vein Safek Motsimide Vadaï. Il y a un Safek n'est pas Motsimide Vadaï, suivant le clal qu'on a déjà dit auparavant. Lorsqu'il y a un Safek et un Vadaï, on ne peut pas les séparer. J'explique de nouveau que quoi? Elle est Aroussa, les biens qu'elle a, Bevadaï, c'est à elle, puisqu'elle est venue avec, d'accord? Le Yabam n'est pas plus fort que le mari, donc elle est dans un cas de Vadaï. Toute la question elle est, est-ce que la Aroussa, le fait d'être Aroussa, pas forcément, le fait d'être Nessoa, qu'elle était mariée au premier, et qu'elle attend le Yiboum, c'est considéré comme Vadaï Nessoa au Yabam. C'est rien que Safek Nessoa au Yabam. Comme c'est un cas de Safek Nessoa au Yabam, c'est pour cela qu'elle est Bevadaï, les biens lui appartiennent. Au Yabam, c'est Safek Nessoa. Safek Nessoa et Safek Moussimi de Vadaï. Et Sefa, et la Sefa, on parle des Meta, qu'elle est morte. Alalou Baim Liresh, Alalou Baim Lirash. Cela, ils viennent héritier. Et cela, ils viennent hériter. Ça veut dire que les héritiers de la femme veulent maintenant prendre ses biens à elle. Les héritiers du Yabam veulent prendre ses biens à elle, ou le Yabam veut prendre ses biens à elle. Et donc, dans un cas pareil pour Bet Shammai, Yachaloku, Veyachaloku. Pour Bet Shammai, effectivement, c'est un cas de Yachaloku. Pour Bet Hillel, on reste chacun dans sa chazaka. Chacun, donc la Ktuba, elle revient au Nirse Abal, et les Nirse Milok revient au Nirse à Abba. Mais pour Bet Shammai, Yachaloku, pourquoi? Parce que c'est un deux cas de Sfekot. Pourquoi ce cas de Sfekot? Parce que maintenant qu'elle est morte, alors est-ce qu'elle aurait pu faire Yiboum, pas faire Yiboum? Parce que c'est rien qu'un Safek Nessoa, Zikat Nessoa, une femme qui était déjà mariée avec l'ex-mari qui attend le Yiboum, c'est un Safek Nessoa, comme un Safek Nessoa, et que Safek Nessoa Yachaloku, c'est pour ça que les héritiers du père, les héritiers du mari se partagent les biens. Et Tivé Abaye pose une question contre Rava, ou le Bet Shammai, En Safek Moutsi Mide Vadaï.
Est-ce que je ne comprends pas pour Beth Shammai qui a dit Acholoku? Ça veut dire que Beth Shammai pense que En Safek Motzi Midei Vadai, qu'un Safek n'est pas Motzi Midei Vadai, un Safek n'est pas plus fort qu'un Vadai, le Vadai n'est pas, excusez-moi, le Vadai n'est pas plus fort que le Safek, En Safek Motzi Midei Vadai, il faut penser à l'envers. Le Vadai n'est pas plus fort que le Safek, comme ça que tu vas me dire au nom de Beth Shammai, Vadai, Vehatnan, et voici on a enseigné. Nafal abayit alav ve'al aviv, quelqu'un qui a eu une maison qui est tombée sur lui et sur son père. Ou, un autre cas, ve'al morishav, et sur ses héritiers. Alav ve'al morishav, où la maison est tombée sur un père et sur ses héritiers, sur ses enfants. Vayu alav ktubat isha ou bal chov, et ce mort-là, cet homme-là qui est mort, a une dédette ou la ktubat isha qui doit payer à sa femme. Quand lui meurt, la femme reçoit la ktuba de sa femme, donc sa ktuba, ou un bal chov, il a des dettes envers une autre personne. Maintenant, automatiquement, où est la dispute? Yorshea, les héritiers du père, d'accord, c'est le père du niftar. Omrim disent, le ben met rishon, le fils est mort en premier, ve'achar kach met ha'av, et après le père est mort. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que le fils, il a 0 bien, et le père, il a des biens, le grand-père a des biens. Enfin, le père a des biens, le père de cet homme, de ce fils-là a des biens. Maintenant, ce fils a des dettes. Si le fils il meurt en premier, il meurt sans avoir un rond. Donc, comme il meurt sans avoir un rond, le Baal Chov et la Ktubat Isha ne peuvent rien prendre. Et les biens du grand-père, enfin du père, vont passer aux héritiers du père. Mais si le père est mort en premier, donc le premier héritier, ça sera le fils, donc il a hérité les biens du père. Donc s'il a hérité les biens du père, on a de l'argent, on doit payer la Ktuba, hein, et doit payer le Baal Chov. On est d'accord? Et sur ça la discussion qu'il y a entre eux. Chacun il est Tohen, qui c'est qui est mort en premier? Les héritiers du père, donc du grand-père du père, disent que c'est le fils qui est mort en premier, donc Baal Chov tu n'as le droit à rien. Les héritiers le Baal Chov il dit non, ma pitom, c'est le père qui est mort en premier, donc le fils a hérité son père, donc j'ai de quoi pouvoir prendre des biens grâce à l'argent du grand-père. Ou Baal Chov Omer, Ha'av met rishon, ve'achar kach met ben. Qu'est-ce qu'ils disent Beth Shammai? Yachaloku. Là-bas, Beth Shammai il dit Yachaloku. Ve'beth Hillel omrim nechassim becheskatan. Les biens on les laisse chacun dans sa chazaka. Ve'acha. Et pourtant ici, on est dans un cas de Yorshei Ha'av Vadai. Le Yorshei Ha'av c'est Vadai des héritiers du père. Ou Baal Chov Safek. Et le Baal Chov c'est un Safek. Ve'ka'ate Safek ou Motzi Midei Vadai. Et tu vois que le Safek, puisque Beth Shammai a dit Acholoku, le Safek il est assez fort pour enlever des biens du Vadai. Donc tu vois que Beth Shammai, il n'est pas souffert, il ne pense pas que En Safek Motzi Midei Vadai. Il n'a pas cette règle-là, puisque tu vois qu'il met le Safek égal au Vadai. Les héritiers du grand-père, c'est des Vadai. Le Baal Chov, c'est un Safek. Et pourtant, il vient qu'il dit qu'ils partagent ensemble. Pourquoi on ne dit pas à Motzi Mechavero à la Varaya dans le cas pareil? C'est à toi de prouver qu'il est mort en premier. Ça, c'est un petit peu Nechassim Becheskatan, de Beth Hillel. Ouais. C'est Nechassim Becheskatan, indirectement, Motzi Mechavero à la Varaya. Ouais, pareil. D'accord, mais Beth Shammai. Il n'a pas ça, Beth Shammai. Voilà, regarde la réponse. Ici, il a ça, il peut avoir ça, Motzi Mechavero, mais regarde pourquoi non. Et là, Vadai, Motzi Midei Vadai, Kassabre, Beth Shammai, Shtar, Haomed, les Gabot, qui Gabou Dami. Parce qu'un shtar qui est là pour être encaissé, c'est comme s'il a déjà été encaissé. Donc c'est comme si maintenant les Baal Chov, il a un Vadai, il a comme un Vadai, il a comme une possession déjà dans les biens du fils. Et comme il a une possession dans les biens du fils, alors à ce moment-là, c'est comme s'il a déjà encaissé l'argent. Alors c'est pour ça qu'il devient comme un Vadai. Maintenant, au Menat Timra, et d'où savons-nous que que Beth Shammai pense que shtar omed les gabot, un shtar qui est là pour être fait encaisser, comme s'il a été encaissé. Et menatimra, ditnan, comme c'est marqué, metu ba'alehem, un autre cas, metu ba'alehem ad shelo shatu. Maintenant une sota. On amène une sota au Bet Hamikdash. On va la faire boire, mais avant qu'elle boive, son mari est mort. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Parce que la faire boire, il n'y a plus de nafkamina. Tout le fait de la faire boire, de la sota, c'est pour prouver à son mari qu'est-ce qu'elle est propre ou elle n'est pas propre. Et elle est morte. Il est mort, ils sont morts les maris. Qu'est-ce qu'on fait? Beth Shammai Omrim Motelet Ksubatan. Beth Shammai vient et dit. Pardon? Pour le frère. Pour le frère, pourquoi? Pour faire Iboum s'il y a des enfants. Qu'est-ce que ça change?
la femme elle est devenue interdite au mari. D'accord, elle est automatiquement interdite aux frères aussi. Ça veut dire, de toute manière, elle est interdite aux frères. Mais elle n'est pas interdite au monde. Elle est interdite aux frères, Midin Shetach. Midin Shetach, elle est interdite aux frères, mais elle n'est pas interdite au monde entier. Toute la question que tu peux poser, qu'est-ce qui se passe dans un cas où il n'y a pas d'enfant? Mais là, où il n'y a pas d'enfant, est-ce qu'elle doit faire Yiboum ou pas faire Yiboum? Là-dessus que je peux à la rigueur pour avoir une question. En tout cas, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Bet Shammai Omrim, Notlot Ktubatan Venam Shotot. Elles recevront leur Ktuba et elles ne boivront pas. Alors que qu'est-ce qu'on est dans un cas de Safek, puisqu'elle ne fait pas boire, on est dans un cas de Safek cette femme-là. Si elle a trompé son mari, elle n'a pas droit à la Ktuba. Si elle n'a pas trompé son mari, elle a droit à la Ktuba. Qu'est-ce qu'il dit Bet Shammai? Notlot Ktubatan Venam Shotot. Et Bet Hillel Omrim, O Shotot, O Notlot Ktubatan. Ou elle boit, ou elle prend la Ktuba. Je comprends pas. O Shotot, O Shotot, ou elle boit. Pourtant il y a marqué dans le Passouk, Vevi Aish et Ishto. Et l'homme amènera la femme, Amarachamana, Velika, et l'homme n'est pas là. Donc tu ne peux pas appliquer le Passouk et l'homme amène la femme, puisque l'homme est déjà mort. Et là, Mitor, chez l'Oshotot, et là, il dit Bet Shammai, Bet Hillel, par le fait qu'elles ne peuvent pas boire, l'Onotlot, Ktubatan, elles ne peuvent pas prendre leur Ktuba. Elle ne peut pas prendre la Ktuba. La Gemara demande, Ve'acha de Safeku. Et là, c'est un cas de Safek. Pourquoi? Safek Zanaï, Safek lo Zanaï. Safek, peut-être elle a trompé son mari, peut-être elle n'a pas trompé son mari. Vekate Safek. Et ce Safek-là, Motsimi de Vadaï, il est quand même Motsimi de Vadaï. Et la Shma Mina, qu'est-ce que tu déduis d'ici pour Bet Shammai? Que Shtar omed les gabot, que gabot d'ami. Comme la Ktuba, c'est un shtar qui omed les gabot, c'est un shtar qui est là pour être encaissé. C'est comme s'il est déjà encaissé. C'est pour ça que Bet Shammai, il a dit qu'elle peut encaisser la Ktuba sans boire. Abaye Lutve Meha. Et Abaye, il aurait pu poser une question, Kabiachol, meilleure d'ici, comme Lutve, il sera peut-être, comment il va résoudre ici le problème. Dilma, comment il va dire dans le cas de notre Mishnah? Nous, Dilma, Ktubat Isha Shani. Peut-être une Ktubat Isha, c'est différent. Mishum China. C'est quoi Mishum China? Quelle est toute la raison que Chachamim, ils ont fait une Ktuba? C'est pour que les femmes acceptent de se marier avec les hommes. Pourquoi? Parce que si, Chad Veshalom, les maris peuvent se débarrasser de leurs femmes rapidement, alors les femmes vont dire, tu sais, pourquoi je veux me marier avec toi? Demain, tu vas me jeter. Donc, je n'aurai pas de valeur à tes yeux. Une première dispute, tu me jettes de la maison. Ah, l'Aktuba, tu as une dette financière, ça te retient. Donc, c'est tout le but de l'Aktuba, c'est China, pour que les femmes acceptent de se marier avec les maris. Maintenant, si dans le cas où une sota, elle n'a pas droit à l'Aktuba, d'après Bet Shammai, elle n'a pas droit à l'Aktuba, qu'est-ce qu'elles vont dire les femmes? Pourquoi je veux me marier avec toi? Demain, tu vas douter de ma sincérité, d'accord? Et automatiquement, si je ne vais pas boire, tu vas me jeter sans donner l'Aktuba. Alors peut-être que là, c'est un cas spécial, qu'on a dit que ça fait que Motsimi de Vadaï, pour donner une valeur à l'Aktuba. Pour donner une valeur à l'Aktuba, pourquoi? Pour que les femmes acceptent de se marier, ça veut dire pourquoi Bet Shammai a dit qu'elle prend l'Aktuba, pour lui montrer que les femmes n'ont pas besoin de s'inquiéter, que le mari va faire de sale coup, en étant stam et rochet bahem, qu'elles ont peut-être fait quelque chose pour les amener à ne pas recevoir l'Aktuba. Comme ça, se débarrasser d'elle rapidement. La Gemara a dit Velituve Ktuba de Matnitim. Et Abaye avait qu'à poser une question directement de notre Mishnah, nous. Mais il avait qu'à poser la question de notre Mishnah, nous, qu'on voit que justement l'Aktuba, d'accord, l'Aktuba, il vient, il la partage. D'après Bet Shammai, on partage ici l'Aktuba ici. Il avait qu'à amener de notre Mishnah, nous. L'obligé. Notre Mishnah, il n'y a pas de machloket. Notre Mishnah, ce n'est pas une machloket. Pourquoi notre Mishnah, ce n'est pas une machloket? Parce que tout le monde est d'accord qu'une femme, tant que son mari n'est pas mort, elle n'encaisse pas l'Aktuba. Comme tout le monde est d'accord qu'une femme, tant qu'elle n'est pas morte, elle n'encaisse pas l'Aktuba, c'est avec l'Aktuba, elle reste becheskat au mari. Donc sur l'Aktuba, il n'y a pas de machloket. Que même Bet Shammai est d'accord que l'Aktuba reste dans les biens du mari, donc dans les biens du Yabam. Toute la question qu'il y a, c'est dans le Nirse Milou, qu'est-ce qu'on en sait? Mais sur l'Aktuba, même Bet Shammai est d'accord que ça reste dans les biens des héritiers du Yabam. La Gemara demande, Vea Katani Meta Maya, c'est Bektubata. Pourtant, dans le Mishnah, il y a marqué que si elle est morte, qu'est-ce qu'on fait? Bektubata ou Benechassim Anechnesim Beyotzim. Donc on a mis dans le même sac a priori l'Aktuba et Nirse Milouk. Pourquoi tu me dis que dans l'Aktuba il n'y a pas de machloket? Dans l'Aktuba, Bet Shammai il est d'accord que ça revient aux héritiers du mari. Dans le langage de la Mishnah, on les a mis dans le même sac. On a dit Meta, Ktumaya c'est Bektubata,
Donc ça veut dire que la question elle a été posée sur les deux. Et sur les deux, Beth Shammai il a dit que Yachaloku. Ou Beth Shammai Omrim Yachaloku, Yorsha Balim Yorsha Ab. Ou Beth Hillel Omrim, et par contre Beth Hillel diront Nechassim Becheskatan. Alors, en vérité, donc, pourquoi Abaye ne pose pas la question de notre Mishnah à nous, où tu vois que Beth Shammai ne dit pas En Safek Motzi Midei Vadai. Beth Shammai ne dit pas ça, ne dit pas ce cas-là, puisqu'il donne la possibilité à partager même la Ktuba. Il dit non, Achika Amar, c'est comme ça que tu dois lire la Mishnah. Meta, si elle est morte, Maya Se Bektubata, qu'est-ce qu'on va faire avec sa Ktuba? Veshavka Nechassim Anichnasim Beyotim, et elle a laissé aussi des biens qui sont des biens Nirsemiluk, qui peuvent rentrer et sortir dans les biens Nirsemiluk. Bet Shammai Omrim Yachaloku. Yorshe Abal, Im Yorshe Ab. Sur quel bien? Sur les biens de Nechassim, Anichnasim, Vayusim, sur les Semiluk. Maya Sebektubata, ça tu la mets de côté, Kilou Kaviachol. C'est Kilou ces deux cas. Veshavka, et elle a laissé ces deux cas différents. Maya Sebektubata, qu'est-ce qu'il fait avec sa Ktuba? Et maintenant, Veshavka, Nechassim, Anichnasim, Vayusim. Alors, Bet Shammai Orim Yachaloku, Yorshe Abal, Im Yorshe Ab. Et ils se partagent le Yorshe Ab avec le Yorshe Abal. Bet Orim Nechassim, Becheskatan. Et Amar Ravashi, et là-dessus Ravashi veut dire Matnetin Amidika, déduit aussi que c'est comme ça que ça veut dire le langage de la Mishnah. Sépare la Ktuba de Nirsemilo. Pourquoi? Des Katani, Yachloku, Yorshe Abal, Im Yorshe Ab. Partageront les héritiers du père, du mari, avec les héritiers du père. Alors, si on aurait parlé de la Ktuba, qu'est-ce qu'on aurait dû marquer? Que partageront les héritiers du père avec les héritiers du mari, parce que la Ktuba elle se trouve chez qui? Dans la Chazaka de qui elle se trouve la Ktuba? Dans la Chazaka du mari, du frère du mari. Donc on aurait dû dire les héritiers du père partageront avec les héritiers du mari, parce que la Ktuba se trouve chez les héritiers du mari. Alors pourtant il y a marqué les héritiers du mari partageront avec les héritiers du père. Donc ça veut dire qu'on parle de quel cas de figure ici plus? De Nirsemilug, où que la Chazaka se trouve chez la femme, donc chez les héritiers du père, et Bet Shammai te dit les héritiers du mari et partageront avec les héritiers du père. Donc on voit d'ici, plus dans le langage de la Mishnah, que la réponse de Bet Shammai était sur Nirsemilug et pas sur et pas sur la Ktuba. Abaye Amar, Abaye revient à la question première de Oula, quelle est la différence entre la Recha et la Tsefa? Abaye Amar, Recha de Naflula Kshi Shomer et Yabam. La Recha, on parle dans un cas qui lui est tombé pendant qu'elle était Shomer et Yabam. Sefa de Naflula Kshi Aita Tartav de Baal. Quand elle était déjà, les biens sont tombés pendant qu'elle était Shomer et Yabam, c'est le premier cas. La Sefa, c'est pendant qu'elle était déjà mariée. Tachat Baala Harishon. Pendant qu'elle était déjà mariée au premier mari. Donc, les biens lui sont tombés après qu'elle était mariée au premier mari. Pas qu'ils lui sont tombés après qu'elle est Shomer et Yabam, mais elles sont tombées pendant qu'elle était mariée. Et Kassavar Abaye Yado Keyada. Et Abaye, il pense que la main de la femme, c'est comme la main du mari. C'est-à-dire que pour Beth Hillel, la main de la femme, c'est comme la main du mari, mais le Yabam, il est affaibli. Comme le Yabam, il est affaibli, donc il n'a pas de droit sur ces biens-là. Par contre, pour Beth Shammai, la main de la femme, la main du mari, elle est plus que la main de la femme. Pour Beth Hillel, la main de la femme est égale à la main du mari. Donc donc ils sont égales, c'est pour ça que le mari il a une emprise sur Nirsemiluk. Mais quand le mari meurt, le Yabam il a une emprise plus petite que celle de son frère qui est mort. Par conséquent, comme il a une emprise plus petite, la femme elle est prioritaire d'après Beth Hillel, c'est pour ça que le Nirsemiluk reste chez elle. Par contre, d'après Beth Shammai, la main du mari elle est plus forte que la main de la femme. Comme elle est plus forte que la main de la femme, le mari il est entièrement possesseur des biens de la femme. Quand le mari meurt, alors on descend d'un cran. C'est quoi on descend d'un cran? Que les mains du Yabam, des héritiers du Yabam, sont égales aux mains de la femme. Quand elles sont égales aux mains de la femme, c'est pour ça qu'il a dit Yachaloku. D'accord?